Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental conjugués au passé, l'Assemblée nationale a acté leur suppression. Le ministre de la Justice estime que le choix est justifié. Le gouvernement et syndicats d'enseignants jouent les prolongations après la rencontre entre les deux entités. Le secrétaire général du G7 parle de dilatoire de la part de l'État du Sénégal. Les anciens travailleurs de Amasia Sénégal réclament 13 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Selon ces anciens travailleurs, trop c'est trop. Ils veulent recevoir leur indemnité. Et puis, le reportage du jour nous amène à Padoua, où des arbres qui ont été plantés lors des vacances citoyennes ont été tout simplement abandonnés. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. L'Assemblée nationale a acté la mise à mort du Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Le ministre de la Justice qui a défendu les deux projets de loi abrogeant les décrets de fonctionnement de ces deux institutions s'explique. Voici Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Lesquelles motivations concernent principalement la rationalisation des ressources de l'État. Et je l'avais déjà dit, nous savons tous que les ressources allouées à ces deux institutions, à mon sens, sont extrêmement importantes, substantielles, et ma conviction est que la suppression de ces institutions participe d'une véritable œuvre de salubrité budgétaire. Cela dit, le Conseil économique, social et environnemental, de 2012 à 2024, a coûté aux contribuables sénégalais plus de 65 milliards de francs. Et pour ce qui concerne le HCCT de 2016 à 2024, a coûté aux justiciables le montant faramineux de 138 milliards de francs. C'est dire donc que durant cette même période, ce sont les sommes de 203 milliards 702 millions 705 000 francs, 365 francs qui ont été dépensés. Dans l'exposé des motifs, il a été bien dit que les ressources ainsi libérées seront redéployées. Et la couleur a déjà été donnée dans le cadre du renforcement du nombre d'enseignants pour une meilleure prise en compte de notre éducation nationale, de l'éducation nationale, de l'éducation de nos enfants. Et il est vrai qu'ici, les secteurs qui pourraient bénéficier des retombées financières, des sommes colossales ainsi libérées, sont multiples et il appartiendra au gouvernement de les identifier et d'y affecter les ressources ainsi libérées. Et puis, ce qui concerne donc l'affaire Didier Badji et Fulbert Sambou, le ministre de la Justice s'est également exprimé. Il a donné des garanties qu'une enquête est ouverte ou sera ouverte pour faire la lumière sur la disparition de ces deux gendarmes. Il a également évoqué les événements de mars 2021, juin 2023. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est également formel. L'État du Sénégal va enquêter donc sur ces crimes qui ont été commis. La présidente du groupe parlementaire Taku Wallou Sénégal se dit triste avec la suppression de ces deux institutions. Son Aïssata Tall Sall, le Conseil économique, social et environnemental existe dans presque tous les pays et c'est une institution qu'il fallait, selon elle, garder. Voici Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Taku Wallou Sénégal. Si le président, si le gouvernement pense que le Conseil économique, social et environnemental n'est pas nécessaire, qu'a-t-il à recevoir les patrons?
Parce que ce sont les patrons d'entreprise, ce sont nos capitaines d'industrie, ce sont les ordres professionnels qui dialoguent ainsi avec la présidence de la République et le gouvernement. Voilà à quoi sert le Conseil économique, social et environnemental. Et dans tous les pays du monde, dans toutes les démocraties du monde, vous retrouverez une telle institution. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui est la chambre de dialogue, de discussion, de débat et de proposition avec les territoires. C'était le parachèvement de la loi de décentralisation de 1996. Tantôt on a parlé de Sénat, tantôt on a parlé de Haut Conseil, mais l'institution, elle est nécessaire. Alors, Monsieur le Président, je voudrais interpeller le gouvernement et lui dire que si ces suppressions-là sont nécessaires, qu'ils prennent ici l'engagement devant le peuple sénégalais que jamais ces institutions ne reviendront ici pour qu'on nous demande de voter sous une autre forme. Qu'ils prennent l'engagement solennel et devant le peuple sénégalais. Cela dit, j'entends ceux-là qui ont dit institution budgétivore. J'entends ceux-là qui ont dit ça prend de l'argent. Si seulement le gouvernement, avec la suppression de cela, entend faire des écoles, des hôpitaux, des routes, les Badianougor et tout ce qu'on a dit, le gouvernement n'a qu'à démissionner ici et maintenant. Parce que le propre d'un gouvernement, c'est d'avoir ces institutions et de conduire la politique de développement au profit des Sénégalais. Les deux ensemble et en même temps, comme l'a fait pendant 12 ans le président Macky Sall à la tête de ce Sénégal. Les anciens travailleurs de Masia Sénégal continuent, eux, de réclamer le paiement de leur indemnité estimée à 13 milliards de francs CFA. Ils interpellent les nouvelles autorités. Selon eux, ils ne parviennent plus d'ailleurs à prendre en charge la scolarisation de leurs enfants. Il y a donc urgence. Je propose de suivre les explications de Amdi Mustafa Ngom. Il est porte-parole donc des anciens travailleurs de Amasia Sénégal. Nous interpellons aujourd'hui les nouveaux députés de la 15e législature, pour leur dire que les dérives de l'ancien régime et ses corollaires qui ont pour nom la délinquance financière, le mépris, l'insouciance, ont entraîné des préjudices que rien ne peut expliquer aujourd'hui dans un état de droit. Tous les agents aujourd'hui traînent des pathologies. Et si nous parvenons au règlement de ce passif social, nous sommes certains que nous pourrons trouver la santé nécessaire pour accompagner nos familles, mais aussi soutenir les tenants du pouvoir dans leur djoubel et djoubandi. Nous espérons vivement et nous prions pour les nouvelles autorités, tout en leur demandant encore une fois de faire vite et de se pencher à ce dossier pour qu'enfin nous puissions voir le bout du tunnel. Je le disais en titre, le gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants sont rencontrés. C'était pour discuter de certaines questions, notamment la digitalisation des actes et procédures, le problème des décisionnaires, la formation diplômante, entre autres questions. Le G7 dit attendre du nouveau gouvernement que tout cela soit diligenté, mais parle d'ailleurs de dilatoire de la part du nouveau gouvernement. Je propose de suivre les explications de El Hadj Malick Youm. Il est le secrétaire général du SAEMS. Il est joint par Antoine Diouf. Nous avons profité, en tout cas en tant que parti syndical, de cette occasion pour rappeler que le comité de suivi des accords devrait servir de cadre de concertation sur toutes les questions nodales qui intéressent le secteur de l'éducation et de la formation. Nous avons également écouté le ministre et les différents départements qui étaient présents, qui ont fait des exposés sur le niveau d'exécution des accords qui ont été signés. Et après leur prise de parole, nous avons dû rappeler qu'il ne s'agit pas non seulement d'aller dans le sens d'une évaluation quand même stricte du point relatif à l'accord financier, non plus du point relatif strictement aux questions sous-jacentes, mais de faire une évaluation globale des accords et
des engagements souscrits par le gouvernement du Sénégal. Et c'est à cet effet que nous avons rappelé les points relatifs notamment à la question de la digitalisation des actes et des procédures, les questions relatives également à la question des décisionnaires, naturellement, où il faut diligenter un peu les solutions, parce que nous constatons qu'il y a du dilatoire, mais nous avons aussi évoqué la formation diplômante des enseignants avec les nombreuses cibles qui attendent toutes d'être formées et sur laquelle question d'abord, nous avons rappelé au gouvernement qu'il va falloir diligenter non seulement, mais aller dans le sens de la formation universelle pour prendre en charge tous ceux qui sont actuellement en attente de formation. Au-delà, la question des TMC, les questions d'ordre social, toutes ces questions ont été reversées. Maintenant, sur le plan évaluation donc de tout ce qui est ressorti, on peut dire que quand même, il n'y a rien de nouveau parce que, en fait, pour les attentes que nous nourrissions vis-à-vis de questions nodales telles que la question des décisionnaires, nous pouvons aujourd'hui dire qu'aucune proposition concrète n'a été faite de la part du gouvernement et nous sommes restés sur notre faim. Il en est de même pour les questions relatives notamment à la digitalisation où on nous promet qu'il y aura l'interconnexion des plateformes, notamment entre Mirador et Giraffe à la fin du mois de décembre 2024 et nous attendons de voir. Mais également pour les autres questions, en tout cas, elles sont en cours et je pense qu'aujourd'hui, ce que la partie syndicale attend, c'est qu'on puisse concrètement aller vers une matérialisation diligente de ces accords pour éviter que le système éducatif ne bascule dans des crises qui pourront impacter le bon déroulement des enseignements et apprentissages. L'État du Sénégal a mis à la disposition des agriculteurs impactés par les inondations à Matam, donc des intrants, au moins 300 tonnes d'intrants ont été mis à la disposition de ces agriculteurs pour Cheikh Tidiane Dian, directeur général du service régional de développement rural. L'État du Sénégal vient par ce geste tenir ses promesses et accompagner les agriculteurs. Cheikh Tidiane Dian, directeur régional du développement rural, est ici au micro d'Amadou Mardialo. Nous sommes là pour la cérémonie de remise des dons que l'État a voulu mettre à la disposition des producteurs impactés, vous le savez, avec la crue exceptionnelle de cette année. On a eu quand même des pertes de production, parce que la crue quand même a impacté des parcelles de riz et des autres spéculations comme le sorgho et le maïs. Et les producteurs quand même ont perdu quelques productions de cette campagne-là d'hivernage qu'on vient de sortir. Et l'État, dans sa logique d'être auprès des producteurs, a voulu quand même soutenir les producteurs en les accompagnant en termes d'intrants, en mettant à leur disposition de manière gratuite des intrants de maïs, des intrants de pastèque et de l'engrais, pour les accompagner quand même, pour relancer leur activité, parce que nous le savons, la production, surtout dans la région de Matam, et que nous venons de démarrer les campagnes de décrue et de contre-saison. Donc c'est un geste vraiment que nous saluons et que les producteurs apprécient à leur juste valeur, parce que ça vient à l'heure quand même de les réconforter et de les aider pour la relance de leurs activités agricoles. 45 tonnes de maïs hybride et 20 tonnes de maïs composite. On a aussi reçu 300 tonnes triple 15. Il y a du niébé aussi. On a reçu 9 tonnes dans les 2 départements. Et pastèque, des semences de pastèque, des pots dans les 2 départements aussi. Signature d'une convention entre le ministère de la Jeunesse et l'Agence de construction de bâtiments et édifices publics. C'est pour la réalisation de 25 plateaux multifonctionnels dans 25 communes du Sénégal. La construction de ces infrastructures vise à contribuer à la restauration de l'équité territoriale et sociale. Pour cette première phase, l'accent est mis sur les disciplines sportives comme le handball, le basketball, le volleyball, entre autres. Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, elle est ici au micro de Maud Lamine Fati. Cette convention de partenariat concerne 2 parties, une convention cadre et une convention spécifique.
Mais globalement, cette convention est dans le sens et dans l'optique de pouvoir accompagner notre département ministériel en charge de la jeunesse, des sports et de la culture dans la réalisation d'infrastructures de proximité, qu'il s'agisse du segment jeunesse, qu'il s'agisse aussi du segment sport, qu'il s'agisse aussi du segment de la culture. Nous allons partir sur 25 infrastructures sportives qui vont cibler 25 communes déjà ciblées, et en fonction aussi des critères en fait basés sur l'existant qui est déjà là-bas, mais aussi et surtout dans le but aussi de contribuer à la restauration de l'équité territoriale et à la restauration de l'équité sociale. Et nous allons aussi démarrer, parce qu'il est vrai que les besoins existent partout. Les besoins aussi concernent l'ensemble des disciplines sportives que notre pays, le Sénégal, a accordées, pour lesquelles des délégations de missions de service public à des fédérations. 32e édition de la Foire internationale de Dakar, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes, la DRFJ, expose ses services à travers une série d'activités. Aïda Mbodj insiste sur l'importance de l'entrepreneuriat et les défis à relever, et surtout chez les jeunes et les femmes. Aïda Mbodj est ici au micro de Mafalfal. L'entrepreneuriat est très difficile. Avant d'arriver à produire quelque chose qu'on peut exposer, on rencontre parfois beaucoup d'embûches et ce n'est pas tellement évident. Il est vrai que l'ADER a pris toutes les dispositions pour que cet accompagnement soit parfait. Rassurez-vous, M. Meyu, l'ADER consent à soutenir certaines structures, comme le bureau de mise à niveau, pour soutenir notre production, pour la rendre compétitive. L'ADER contracte avec l'ITEA pour que nos productions soient de qualité. L'ADER contracte aussi avec l'ISRA, surtout au moment où on parle beaucoup de production agricole pour accéder à la souveraineté alimentaire. Vous en savez autant que moi, parce que comme vous le savez, l'une des missions du PAVI, c'est d'investir dans l'agriculture, et je pense qu'à terme, nous allons, par rapport à la suivi des filières, des chaînes de valeur, atteindre effectivement ou bien participer grandement à l'autosuffisance alimentaire. À Guédiawaye, les navétanes continuent de plonger les habitants dans une insécurité. Lors du match Diamono 2 et ASC Notaire, 15 véhicules ont été caillassés après les affrontements entre les supporters. Les habitants, eux, invitent l'État du Sénégal à réorganiser ce championnat populaire ou le supprimer. Ils l'ont dit dans ce reportage de Mamadou Lamine Fati et de Cheikh Magat Mbaye. La violence s'invite encore une fois dans le cadre des navétanes. Cette fois-ci, les hostilités ont commencé dès la veille du match qui devait opposer l'ASC Diamono 2 à l'ASC Notaire. Toutes les voitures qui étaient là ont été saccagées par les jeunes. Ils n'ont rien laissé. Même les maisons ont été touchées. Actuellement, on est vraiment fatigué. Moi, ma voiture est là. Ils ont cassé les 2 pare-brises. Aujourd'hui, je dois payer plus de 90 000. En tout cas, on est vraiment fatigué. On est vraiment fatigué. On en a marre. Mansour Niang, autre victime des violences, a vu sa voiture vandalisée lors des échauffourées. Face à cet acte de vandalisme, il a décidé de porter plainte contre les agresseurs, espérant que justice sera rendue. On m'a appelé de chez moi. Un ami m'a appelé pour me dire qu'ils sont en train de caillasser les voitures. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que ma voiture a été caillassée. Et d'autres voitures aussi, plus de 15. On a été à la police et on a fait une plainte.
Ahmed Mbaye, résident du quartier Cheikh Wade où se trouve l'ASC Diamono 2, exprime son écœurement face à cette escalade de violence. Il est grand temps de prendre des mesures fermes pour enrayer cette spirale, déclare-t-il avec indignation. Si les Navétanes empiètent sur l'année scolaire, ça va gaspiller énormément de choses, au niveau des études comme à d'autres niveaux. La violence ne doit pas prendre une place au niveau des Navétanes. Si vous voyez, les deux quartiers sont tout près. Ils se mettent face à face et ils se jettent des pierres et ils se blessent. Et c'est ça qui n'est pas normal. Moi, je lance une alerte. Il faut que des mesures soient prises. Un championnat dévoyé par la violence. À l'origine, les Navétanes ou championnat national populaire avaient pour vocation de rassembler les amateurs de football dans une ambiance de convivialité et de favoriser le brassage entre les quartiers. Malheureusement, ce bel esprit est de plus en plus terni par des actes de violence récurrents, transformant le terrain de jeu en un espace de conflit. Bien que le match entre l'ASC Diamono 2 et l'ASC Notaire ait été reporté pour des raisons de sécurité, l'amertume et la désolation restent visibles sur les visages des victimes. Ces événements soulèvent des questions urgentes sur les moyens de sécuriser le championnat et de restaurer les valeurs qui l'ont toujours animé. Célébration de la fête patronale du 3e bataillon d'infanterie. Le thème retenu cette année est la Légion, un quart du siècle de résilience et de performance. Le 3e bataillon d'infanterie a été rebaptisé à l'occasion sous le nom de lieutenant Babacar Diouf. Je propose sur les explications du lieutenant-colonel Malik Sadji. Il est ici au micro de Cheikh Sekou Diallo et d'Astoumaï. Comme vous l'avez si bien dit, les patronales sont destinées à renforcer l'esprit de cohésion et de solidarité au niveau des corps de troupes. Et celle du 3e bataillon d'infanterie est dénommée la fête du Mbossé. Elle est célébrée annuellement, donc au mois de décembre. Le thème choisi cette année, c'est la Légion, un demi-siècle de résilience et de performance. Comme vous le savez, l'autre nom du 3e bataillon d'infanterie, c'est la Légion. Elle a acquis ce nom de haute lutte grâce à ses performances qu'elle a eues sur le champ de bataille. Nous avons choisi ce thème pour marquer en fait cette transition, pour montrer l'esprit de sacrifice qui a été consenti tout le long des années, c'est-à-dire depuis la création du bataillon en 1974 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de performances qui ont été engrangées par le bataillon et beaucoup de résilience. Au cours de notre histoire, nous avons eu des coups durs. Et à travers ces coups durs-là, il a fallu se relever et c'est pourquoi nous avons en fait choisi ce mot fort qui est la résilience, qui a été démontré par le 3e bataillon d'infanterie tout le long de son histoire. Et le camp où nous nous trouvons s'appelle le camp Sémou Djimit Diouf. Et le camp Sémou Djimit Diouf regroupe deux formations, à savoir le 3e bataillon d'infanterie et le 1er bataillon de combat du génie. Nous avons aujourd'hui proposé et eu l'autorisation de la haute hiérarchie de baptiser la partie du cantonnement occupée par le BAT 3. Et nous avons choisi le nom du lieutenant Babacar Diouf, qui est un militaire qui a servi au 3e bataillon d'infanterie, qui est tombé au champ d'honneur, les armes à la main, au service du Sénégal. À Padoua, les nombreux arbres plantés lors des vacances citoyennes laissés à leur sort, certains habitants déplorent le manque de suivi de la part des initiateurs du projet. Ils invitent les autorités à engager des personnes qui vont prendre en charge ces arbres. C'est un reportage d'Amingom. Des dizaines d'arbres secs ou fanés, telle est la situation actuelle des arbres reboisés à la Padoua par le Premier ministre Ousmane Sonko à l'occasion des vacances citoyennes. Tidiane Touré explique qu'il voyait des gens arroser ces plantations, mais depuis quelque temps, il peine à les voir. Les arbres sont tous secs parce qu'ils n'ont pas été arrosés. Je pense que s'il y avait un suivi, il aurait pu pousser. Le problème, c'est que les grandes plantes ne sont pas faciles à reboiser. Elles demandent beaucoup d'eau. En plus, l'endroit où elles ont été plantées, c'est une zone où le sol est rempli de pierres. Parfois, je voyais des gens arroser. Ce manque d'eau est également confirmé par cet homme qui travaille à quelques mètres des arbres. Il remarque la présence d'agents de nettoiement, mais jamais il n'a vu personne arroser les plantations.
Je vois les agents de UCG venir quotidiennement pour nettoyer, mais je n'ai jamais vu ici des gens arroser les plantes. Nous ne sommes plus à la saison des pluies, ils doivent trouver des moyens d'arrosage. Il est donc essentiel d'avoir des personnes dédiées au suivi du reboisement. Comme l'homme a besoin de nourriture pour vivre, les arbres ont également besoin d'eau. Il faut trouver des personnes pour arroser et assurer un suivi des plantations. Tout le monde a besoin des arbres pour survivre. Bien que le Premier ministre et sa délégation aient reboisé plusieurs quartiers dans le cadre des vacances citoyennes, à Padoua, il semble qu'il manque un suivi adéquat pour ces arbres. C'est d'ailleurs cet élément signé à Mingom qui me fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.